Bonjour mesdames et messieurs et merci de votre présence. Nous allons donc passer 1 heure à la rencontre et en compagnie d'un personnage singulier que d'aucuns qualifieraient d'excentrique, d'original, voire de marginal, mais qui en réalité est bien plus que cela. Henri David Thoreau est un de ces hommes rares et qui sut tout au long de sa vie penser par lui-même et vivre sa vie exactement comme il le voulait, en toute liberté. Alors comment ? Eh bien, en prenant ses distances avec les cadres de pensée, les mentalités, les normes, les codes dans lesquels les individus apprennent à s'inscrire dès l'enfance. Lui développa un parcours non conformiste. Il ne chercha jamais à gagner sa vie, à se constituer un pécule, consacrer son existence à s'user à la tâche pour amasser plus ou moins de gains, gagner plus ou moins de pouvoir, plus ou moins de renom, tout cela ne l'intéressait pas. Ce qu'il aimait, alors ça paraît assez simple, c'était juste goûter la vie en s'imprégnant chaque jour des beautés de la nature, en arpentant les bois, en remontant le cours des fleuves, notamment avec son frère, jusqu'à sa mort prématurée, à son frère. Alors, je vous propose de retracer d'abord le parcours de sa vie, qui fut aussi pas seulement une vie de contemplation, mais une vie, on va le voir, d'action et d'engagement. C'est ça qui m'intéresse aussi, avant d'évoquer ses réflexions les plus originales, et nous verrons à quel point Thoreau est encore notre contemporain et peut nous inspirer. Donc, première partie de l'exposé, sa vie. Je ne veux pas vous parler d'Henri David Thoreau, mais de David Henry, parce qu'en réalité, c'était l'ordre de ses prénoms à sa naissance. David Henry Thoreau, né le 12 juillet 1817 à Concord, une petite ville du Massachusetts, ou une toute petite ville de 2000 habitants. Il naît au sein d'une famille modeste, mais ses parents ont de l'ambition pour lui. Ils sont prêts à faire de nombreux sacrifices financiers pour assurer son avenir. Et comme l'enfant se montre doué à l'école, ils l'inscrivent à la plus ancienne université des États-Unis, Harvard. Entre ses 16 et ses 20 ans, le jeune homme poursuit son apprentissage, j'allais dire classique, des langues anciennes, le latin, le grec, des langues, comme on dit, vivantes, européennes, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, mais il s'initie aussi à la philosophie et à la rhétorique. Il deviendra d'ailleurs un brillant conférencier. Et puis il approfondit ses connaissances en mathématiques, en géologie, en botanique, parce qu'il sera passionné de botanique. Mais c'est surtout un esprit très indépendant. Thoreau préfère de loin apprendre par lui-même en choisissant ses lectures. Lors de la cérémonie de remise de son diplôme de Bachelor of Arts, il prononce un discours provocateur. Il a 20 ans, un discours qui contient en germe toute sa pensée future. Il attaque frontalement le mercantilisme de ses contemporains et leur culte du labeur. L'être humain, selon lui, ne s'épanouirait-il pas davantage dans le loisir que dans la besogne ? C'est encore une pensée qui traverse l'esprit de beaucoup des jeunes. Alors, comment vivre cette façon ? Eh bien, vivre ses émotions et ses envies, plutôt que de travailler toute sa vie comme une bête de somme. Il pense sans doute à ceux qui, comme dirait Marx, vendent leur force de travail, parce que ils n'ont pas le choix, il faut bien trouver un travail et en vivre. Alors, il déclare donc dans son discours, non sans effronterie, l'ordre des choses devrait plutôt être inversé. Le dimanche devrait être le jour de labeur de l'homme, pour ainsi gagner sa vie à la sueur de son front, et les 6 autres jours constitueraient en le repos des sentiments et de l'âme, pour parcourir ce jardin ouvert et boire aux doux effluves et aux sublimes révélations de la nature. Alors, le jeune homme obtient bien son diplôme de bachelor, mais il se refuse à payer les 5 $ que lui coûterait le certificat. Alors, tout est affaire de symbole, parce que 5 $, c'est quand même pas grand-chose. Alors, ce qui lui importe, c'est de vivre profondément et sucer toute la moelle de la vie. Ça, c'est une expression qu'on a bien retenue de lui, sucer toute la moelle de la vie. Et en lisant cette formule, moi j'ai pensé à Robin Williams dans le film que vous connaissez du Cercle des poètes disparus. Ce que le jeune professeur cherche à apprendre à ses élèves. Alors, Thoreau sait qu'il ne pourra tenir ce programme qu'en s'écartant du sentier battu des professions et de la fortune. C'est à ce moment-là, symboliquement, que pour bien marquer qu'il choisit l'homme qu'il veut être, il inverse l'ordre de ses prénoms. David Henry devient ainsi
Henry David Thoreau. Alors, il va se laisser influencer par un homme qui est de 14 ans, son aîné, et qui va l'aider à regarder autrement le monde et la vie, un philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson. Thoreau a lu son livre, Nature. Alors, c'est un manifeste transcendentaliste qui s'interroge sur les dérives du monde moderne. Le travail qu'on subit, la recherche incessante du gain et du profit, vous voyez, tous ces thèmes correspondent aux thèmes chers à Thoreau. L'ambition sociale, si pernicieuse. Le monde en marche, au lieu de protéger et de servir l'homme, l'éloigne de ce qu'il fait exister, la nature. Ah, si seulement l'homme acceptait, parce que c'est ça le transcendantalisme, si l'homme acceptait d'être en harmonie avec la nature, revenir aux fondamentaux en quelque sorte, alors il découvrirait que la nature renferme en elle la source de sa tranquillité et de son bien-être. Pour Emerson, il s'agit de mieux connaître le monde qui nous entoure, donc son environnement, et bien sûr mieux se connaître soi-même. Tout cela apparaît à Emerson comme un impératif. Et cela suppose de se recentrer sur ses sensations, ses émotions, se ressourcer au contact des éléments, l'air, l'eau, la terre. Bon, je laisse de côté le feu. Alors, Emerson sera pour Thoreau un maître à penser, bien sûr, mais aussi un ami qui va l'aider tout au long de sa vie. Parce que le problème, c'est que le jeune Henry David doit bien sûr quand même se trouver quelques moyens d'existence. Il faut bien vivre. Alors, il obtient un poste d'instituteur à Concord, donc sa petite ville de naissance, ce qui peut le mettre à l'abri du besoin, car on lui propose un bon salaire. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il ne va pas rester en poste longtemps. Au bout de 15 jours, il démissionne. Et oui, il démissionne, mais ce n'est pas simplement parce qu'il n'aime pas le métier. Du coup, il n'aime pas les enfants. On verra que c'est le contraire. Mais ce qu'il n'aime pas dans le système éducatif de l'époque, vous voyez, on est quand même en 1837, ce qu'il n'aime pas, c'est l'usage des châtiments corporels. Tout cela lui fait horreur. Il se refuse à prendre part aux sévices quotidiens à l'égard des enfants. Il suffirait de relire, par exemple, Tom Sawyer ou Huckleberry Finn, par exemple, pour retrouver ce genre de choses. Alors, il se contente d'épauler son père à la fabrique de crayons que son père, effectivement, a créé avec son frère une vingtaine d'années plus tôt, son frère aîné. Mais c'est avec une première conférence qu'il donne au Concord Lyceum le 11 avril 1838 et intitulée « Society » qu'il se fait remarquer de ses compatriotes. Il y développe une réflexion très personnelle sur la place de l'homme dans la société. Les hommes, dit-il, ont installé leurs cabanes, planté du maïs et des pommes de terre, à portée de voix les uns des autres. Ils ont ainsi formé des villes et des villages, mais ils ne se sont pas associés. Ils se sont simplement réunis et le mot « société » n'a signifié qu'une réunion d'hommes. En fait, Thoreau s'interroge sur ce que partagent vraiment les individus, mis à part une terre commune. Il remet en cause le terme même de société. L'homme en société porte un masque, dit-il. Ils se font dans la société à grand renfort, nous dit Thoreau, de poignées de main ou de frottement de nez, mais il ne s'y montre jamais tel qu'il est vraiment. Et il ne peut y satisfaire ses aspirations profondes. Alors voilà, pour donner un début d'application à ces idées, Thoreau ouvre une école privée avec son frère. Quel est le but de cette école nouvelle ? Eh bien, le but, c'est que les élèves découvrent une nouvelle façon d'apprendre, une alternative à la pédagogie de son temps. Ainsi, les exercices de mathématiques se feront dans les champs. Thoreau sera arpenteur. Donc, notamment, c'est quelque chose qu'il savait faire, qu'il pouvait apprendre. En maniant des outils d'arpenteur, justement, voilà. C'est ce qu'ils feront dans les bois ou dans les champs. Les sciences naturelles se travailleront, elles, au potager et au cours de promenades en forêt. Dans cette école, il n'y aura pas d'autorité mal placée, ni de châtiment corporel excessif. La discipline sera le fruit d'un réel consensus. Le but de Thoreau est de former des esprits à part entière, capables de penser par eux-mêmes. Alors, il n'est pas si éloigné d'une certaine façon de Rousseau, vous savez, quand il a écrit son essai « L'Émile » sur l'éducation. On pense aussi à Neil, les libres enfants de Summerhill, au XXe siècle. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Dans un essai qu'il écrira à la fin de sa vie, qui s'intitule « Marcher », il a cette très belle formule. « Le stade le plus élevé qu'on puisse atteindre n'est pas la connaissance, mais la sympathie intelligente. » Alors, Thoreau n'était pas un utopiste, comme on pourrait le croire. Il avait les pieds sur terre, fermement ancré dans la réalité.
Pour preuve, son refus de rejoindre l'une ou l'autre de ces communautés utopistes qui se multiplient en ce début du XIXe siècle, en cette première moitié du XIXe siècle, des communautés utopistes donc qui se multiplient sur le sol américain. Il décline notamment l'invitation de 2 de ses amis du Transcendental Club, donc fondé par Emerson, qu'on a vu. Ses amis lui proposaient de rejoindre une communauté donc qu'il venait de fonder pour tenter une nouvelle manière de vivre. Mais en fait, on peut comprendre ce refus. Thoreau est avant tout un indépendant. Il a besoin constamment de se ressourcer, de se retrouver au contact de la nature. Et ce n'est pas pour autant qu'il est misanthrope, on va le voir. Donc il voudrait poursuivre sa réflexion sur l'évolution du monde moderne par lui-même. Il écrit un essai qu'il publie en 1842, « Le paradis à reconquérir ». Il y critique les logiques industrielles qui se mettent en place, parce que c'est la révolution industrielle à cette époque, le chemin de fer qui est arrivé à Concorde, les scieries qui se mettent un peu en marche partout. Donc lui anticipe les travers de notre civilisation matérialiste et destructrice. On peut le considérer même comme un pionnier de l'écologie, le père de l'écologie, parce qu'il nous invite à repenser notre relation à la nature. Il écrit ceci, donc dans Le paradis à reconquérir, « Avec quelle rudesse et quelle brutalité traitons-nous la nature ? Ne pouvons-nous faire plus que couper et tailler la forêt ? Ne pouvons-nous contribuer à son économie intérieure, aider la circulation de la sève ? Nous n'imaginons pas tout ce qui pourrait être fait pour améliorer notre relation à la nature animée, ni tous les bienfaits que nous pourrions en tirer. » Il anticipe ainsi ce que sera, par exemple, la réflexion de Giono dans L'homme qui plantait des arbres, si vous connaissez ce petit texte. Au printemps 1845, Thoreau conçoit l'étrange projet de construire de ses mains sa propre maison, une cabane au bord d'un étang, le voici, à Walden Pond, et cet étang se trouve à seulement 2 kilomètres de Concord, de sa ville natale. Il veut y vivre en autonomie, on pourrait même dire en autarcie, en cultivant lui-même ses propres légumes. Un déclic s'est produit en lui, parce que c'est précisément au moment où les États-Unis annexent le Texas et rendent inévitable la guerre avec le Mexique que Thoreau fait le choix de cette retraite. Parce que les décisions politiques de son gouvernement, enfin de son pays, l'Amérique, ne lui plaisent absolument pas. Elles lui font horreur. Et à 27 ans, il ne veut pas passer à côté de tout ce que la vie peut lui apprendre d'essentiel. « Je suis parti vivre dans les bois, écrira-t-il, parce que je voulais vivre en toute intentionnalité, me confronter aux données essentielles de la vie et voir si je ne pouvais apprendre ce qu'elles avaient à m'enseigner, plutôt que de constater au moment de mourir que je n'avais point vécu. Vivre est une chose si précieuse. Je ne souhaitais pas vivre ce qui n'était pas la vie. Je voulais vivre intensément et aspirer toute la moelle de la vie. » Donc, extrait de Walden, dont on parlera tout à l'heure, ou La vie dans les bois. Donc, de façon très marquée, très symbolique, Thoreau va s'installer dans sa modeste mais solide cabane qu'il a bâtie tout seul, au bord de Walden Pond, le 4 juillet 1845. Le 4 juillet correspond bien sûr, au jour de l'indépendance américaine. C'est un jour, le grand jour de la fête nationale pour tous les Américains. Alors bien sûr, à Concorde, ce jour-là, ce 4 juillet 1845, on organise les festivités, la fanfare accorde ses instruments, on suspend des drapeaux tout au long des rues, et devant tout ce beau monde, Thoreau, lui, traverse la ville avec son baluchon et célèbre ainsi non pas l'indépendance de son pays, mais la sienne, son indépendance d'homme. En gagnant les bois, il veut se mettre à l'épreuve de la vie sauvage, il veut se purger en quelque sorte du monde qui l'entoure, il veut se régénérer grâce à une vie saine et frugale. On reviendra sur ces notions de frugalité, de sobriété, ce que j'avais évoqué au tout début. Alors, ce n'est pas un solitaire dans l'âme, il part qu'à 2 kilomètres de sa ville, et il ne fuit pas la compagnie des hommes, ce n'est pas un misanthrope. La porte de sa cabane sera toujours ouverte et prête à accueillir tous les visiteurs. Sa porte n'est jamais fermée, et si quelqu'un, par exemple, rentre dans sa cabane, il ne fera aucune observation, aucune remarque. Il n'a pas un sens de la propriété privée. Alors, il écrit « Je ne suis pas un ermite de nature ». Et il ajoute « Dans ma maison, j'avais 3 chaises. Une pour la solitude, 2 pour l'amitié, 3 pour le monde. »
Il raconte même qu'il n'a jamais autant accueilli d'invités que lorsqu'il se trouvait dans les bois, jusqu'à 15 personnes parfois dans sa petite cabane. Tout ça pour discuter, échanger. À ses compatriotes, il montre combien il est possible aussi de vivre heureux en se contentant de peu. Car que fait-il ? Il cultive ses propres légumes, des pois, des navets, des pommes de terre, il fabrique lui-même son pain, il cuisine de fines galettes de maïs, c'est la base de la nourriture aux États-Unis. Il ne consomme en revanche ni café, ni thé, ni beurre, ni lait, ni viande. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher en fait. Son végétarisme est un choix éthique. Il déclare « Je ne doute pas qu'il soit dans le destin de la race humaine, en son progrès graduel, de cesser de manger des animaux. » Thoreau mènera pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours, vous voyez c'est facile à retenir, 2 ans, 2 mois, 2 jours, cette vie frugale et autarcique. Et il racontera son expérience dans son livre « Walden ou la vie dans les bois », publié une première fois en 1854, mais il ne cessera d'enrichir ce livre. Il y en aura jusqu'à 7 éditions. C'est son livre majeur. 1 an après son installation, au bord du lac, il s'illustre par un autre geste symbolique. Il refuse de payer une taxe de capitation à un gouvernement qui a déclaré la guerre au Mexique et pratique l'esclavage. Il choisit de se laisser conduire en prison plutôt que de se rendre complice de pareilles abominations en s'acquittant de $6. Dans un essai qu'il publiera un peu plus tard, en 1849, il se fera le chantre de ce qu'il appelle, c'est lui l'inventeur de l'expression, la désobéissance civile. Civil disobedience, c'est les mots anglais en fait en plus. Voilà. Alors, il passera qu'une nuit en prison. Vous voyez, tout est de l'ordre du symbole chez Thoreau. Il passera qu'une nuit en prison parce qu'on pense que c'est sa mère qui a payé sa caution. Et il sera libéré, donc, après cette nuit passée dans sa cellule, mais il va s'y livrer à toutes sortes de réflexions sur le côté inutile de tous ces murs qui n'empêchent pas, évidemment, de continuer à penser et d'avoir sa conscience. Alors, le voilà désireux de s'enfoncer encore plus profondément dans la nature. Il décide d'explorer les forêts du Maine. Et là, on est à l'extrême est de la Nouvelle-Angleterre. C'est un état assez sauvage et encore très très joli aujourd'hui, très beau, avec des forêts magnifiques. C'est là qu'a vécu aussi Marguerite Yourcenar, dans le Maine. Ça nous paraît bien beau, mais lui, ce qu'il va découvrir dans le Maine, c'est une région peuplée de scieries, qui fonctionne avec la force hydraulique que procurent évidemment les nombreux cours d'eau. Là, ce qu'il voit, c'est que les hommes usent de la nature, jusqu'à en abuser. On voit ça aussi dans certains westerns. La contemplation de ces arbres abandonnés à l'usage industriel accable profondément Thoreau. Il s'interroge sur la motivation de cet abattage en règle des forêts de son cœur. Il écrit « On a l'impression que, là-bas, dans le Maine, la mission des hommes, comme autant de démons affairés, est de faire disparaître le plus vite possible toute la forêt du pays, du moindre marais à castor isolé, jusqu'au versant de la montagne. » Plus loin, il s'étonne de voir que certains rondins de bois sont gravés du nom de leur propriétaire, comme si la nature pouvait appartenir à quelqu'un. À 30 ans, Thoreau a le souci de partager ses réflexions avec ses compatriotes, dans l'espoir peut-être d'infléchir à long terme le cours des choses. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas seulement la place de l'homme au cœur de la nature, mais aussi la place du citoyen au sein des États-Unis. Il va mener une réflexion aussi politique. Alors, il ne le sait pas, bien sûr, mais son manifeste, La désobéissance civile, c'est le titre de ce petit livre, publié en 1849, ce livre sera le livre de chevet de Gandhi, qu'il avait dans la poche, je ne sais pas s'il avait des poches, Gandhi, mais il l'avait avec lui, et le livre de chevet de Martin Luther King. Thoreau y développe une importante réflexion sur la liberté et sur l'engagement. Il écrit « Ce que je voudrais dire à mes semblables, une fois pour toutes, c'est de vivre aussi longtemps que possible libre et sans chaîne. Libre et sans chaîne. » Et surtout, l'écrivain ne peut pas accepter qu'un 1/6 de la population d'une nation ayant vocation d'être le refuge de la liberté, donc les États-Unis, qu'un 1/6 de la population soit réduit à l'esclavage. Et que tout un pays, le Mexique, soit injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à la loi martiale. On voit ici la photo, le tableau, représentant la prise de Mexico par les troupes américaines en 1847. Il ajoute « Je pense qu'il n'est pas trop tôt pour que les hommes honnêtes se rebellent et fassent la révolution. Ils s'insurgent contre la passivité du plus grand nombre.
Des milliers de gens sont opposés par opinion à l'esclavage et à la guerre, mais ils ne font rien pour y mettre un terme. Que font les gens, ses compatriotes? Ils s'assoient, les mains dans les poches, en déclarant qu'ils ne savent pas quoi faire, et ils ne font rien. Parfois, ils font des pétitions, mais ils ne font rien de sérieux, rien d'efficace. Ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent que d'autres portent remède au mal, afin de n'avoir plus à le déplorer. Et Soro souffre sincèrement de cet attentisme. Lui, le rebelle, refuse de courber l'échine et d'être le témoin des agissements de son gouvernement. Sa conscience en est blessée et lui indique la voie à prendre, celle de l'action. Alors, sa démarche, là encore, il la veut avant tout symbolique, même si elle demeure très modeste. Les $6 de la taxe de capitation qu'il refuse d'acquitter ne manqueront évidemment pas aux caisses de l'État pour poursuivre sa guerre au Mexique. Soro est conscient qu'il ne peut aucunement stopper la machine, comme il l'écrit, devant l'ampleur du projet du gouvernement. Il sait que seul un véritable mouvement de masse pourrait profondément infléchir le devenir de son pays. Le problème, si on peut dire, c'est qu'il n'a pas du tout l'étoffe d'un leader, comme le seront plus tard Gandhi ou Mandela. Soro n'est absolument pas un meneur d'hommes. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un conférencier. Il aime échanger et évoquer ses idées, mais ce n'est pas un meneur d'hommes. Alors il se contente d'agir indépendamment, en être libre, quitte à encourir le prix de son insoumission. Et il écrit « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi la prison. » Alors, il y a une cause vraiment là où il s'est vraiment engagé d'une façon pas symbolique, mais très réelle, c'est dans la cause anti-esclavagiste. Parce que toute sa famille va participer à ce combat pour lutter effectivement contre l'esclavage. Mais on est dans le Massachusetts, c'est un État qui avait déjà aboli l'esclavage, vous me direz, mais ce n'était pas le cas dans les États du Sud. Et on va voir quels vont être les problèmes. Donc il va s'engager corps et âme dans la cause anti-esclavagiste. Le 4 avril 1851, Thomas Sims, un jeune esclave en fuite, est rattrapé à Boston, par ses maîtres évidemment qui sont à sa poursuite. Les magistrats de la capitale du Massachusetts, donc Boston, ordonnent que l'esclave fugitif soit rendu à son propriétaire, qui s'appelle James Potter. C'est un riche fermier de Géorgie qui, bien sûr, réclame la propriété de son esclave. Mais quand le fugitif est conduit sous escorte au port pour être embarqué, imaginez une foule de Bostoniens, de fervents partisans de l'abolition de l'esclavage, bien sûr, crient au scandale, ils réclament l'annulation de son expulsion. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'une telle arrestation se produit dans le Massachusetts, où l'esclavage, donc je vous l'ai dit, avait été aboli depuis 1783. Il faut pas moins de 300 policiers et militaires pour contenir la colère des opposants et réussir à faire monter Thomas Sims à bord du bateau qui l'attend. Le malheureux esclave repart pour la Géorgie. À son arrivée, que va-t-il lui arriver? Vous imaginez. Il est tout de suite mis au fer et presque battu à mort dans un cachot avant d'être revendu par son propriétaire à un nouvel acquéreur du Mississippi. Alors tout ça, vous voyez, ça émeut beaucoup ces gens de Nouvelle-Angleterre, tous ces Bostoniens. Et ce qu'il faut savoir, pour comprendre le retentissement de cette affaire Thomas Sims, c'est qu'au mois de septembre 1850, le Congrès américain avait voté la Fugitive Slave Law, qui autorisait les propriétaires d'esclaves des États-Unis du Sud, à poursuivre les évadés jusque dans le nord des États-Unis. Cette loi, donc votée par le Congrès américain, visait à mettre un terme à une filière clandestine qui permettait à certains esclaves fugitifs de recouvrer leur liberté en gagnant le nord des États-Unis ou le Canada. Des Américains des États du Nord, donc abolitionnistes, soutenaient la cause de ces esclaves et ils offraient leur aide. Ils leur offraient leur aide en hébergeant ou même en véhiculant ces hommes en cavale. La loi entendait mettre un coup d'arrêt au développement de ces filières, de ces réseaux d'émigration. Dorénavant, toute personne qui se trouverait engagée dans ces réseaux d'aide aux esclaves était passible d'amende, voire de prison. Vous voyez, ça fait écho quand même à certaines choses qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps par rapport à l'immigration chez nous. Donc, en faisant voter ces mesures, les sudistes, par le gouvernement, par le Congrès en tout cas, en faisant voter ces mesures, les sudistes étaient parvenus à leur fin, pouvoir récupérer leurs esclaves.
mais ils avaient rompu l'entente fragile entre les États esclavagistes du Sud et ceux du Nord. Dans le Massachusetts, l'adoption de la Fugitive Slave Law a été perçue comme une régression et l'affaire Thomas Sims est vécue comme une provocation. Les journaux s'en emparent et l'événement trouve très vite une résonance politique. Les militants abolitionnistes dénoncent l'ingérence des États du Sud dans la politique des États du Nord. De nombreux membres de la famille d'Henry David Thoreau, donc ses parents, ses propres parents, ses sœurs, puisqu'il avait 2 sœurs, ses tantes, militent de longue date au sein de la Concord Female Anti-Slavery Society. Et ils accueillent régulièrement des esclaves fugitifs, donc chez eux. Les Thoreau les aident à se cacher ou à trouver des solutions d'hébergement de secours. Même à Walden, dans sa cabane, Henry David partagea quelques heures, voire quelques jours, avec quelques-uns de ses fugueurs. L'affaire Thomas Sims, donc de 1851, cette affaire accentue son engagement en faveur de la cause abolitionniste. Et sa colère, à l'époque, est terrible. Il se montre cinglant à l'égard de cette loi scélérate et il multiplie les occasions d'aider des fugitifs ou de militer en faveur de l'abolitionnisme. Ah oui, on a tendance, au début de l'exposé, on imagine quelqu'un de très serein, de très calme, mais en fait, c'est aussi un passionné. Et sur cette cause-là, il est vraiment très passionné. Donc, quand le 30 septembre 1851, un autre esclave du nom d'Henry Williams demande aux Thoreau leur hospitalité pour échapper aux hommes qui sont à ses trousses, il peut compter sur leur total engagement. La famille lui offre le gîte et le couvert durant plusieurs jours, et c'est Henry David qui fera monter Henry Williams dans le train qui le conduira au Canada. 3 ans plus tard, c'est encore une autre affaire, celle-là qui va faire scandale, autour d'un certain Anthony Burns. Alors, il s'agit encore d'un esclave qui était parvenu à s'échapper de Virginie, comme l'avait fait Henry Williams, le précédent. Mais seulement, lui, il est capturé dans une rue de Boston le 24 mai 1854 et il est jeté en prison dans l'attente d'un jugement. 2 leaders abolitionnistes organisent un rassemblement. Une foule déchaînée encercle le palais de justice. Vous voyez, cette cause mobilisait vraiment les Bostoniens. Donc une foule déchaînée conteste la décision des magistrats de rendre l'esclave fugitif à son propriétaire, parce qu'on sait quel sort l'attend. 50 000 personnes se rendent au port de Boston pour tenter d'empêcher le départ du prisonnier, comme la foule avait cherché à le faire pour Thomas Sims 3 ans auparavant. Anthony Burns sera finalement embarqué et rendu à son propriétaire. Ce dernier le revendra à un abolitionniste qui l'affranchira. Donc tout se termine bien pour Anthony Burns. Mais Thoreau assiste vraiment furieux à l'accumulation de ces lois rétrogrades votées par le Congrès américain. Car quelques jours seulement après l'affaire dont on vient de parler, celle d'Anthony Burns, le Congrès américain adopte un nouveau texte, l'Acte Kansas-Nebraska, qui stipule que les colons du Kansas et du Nebraska sont libres d'introduire la pratique de l'esclavage sur leur territoire au nom de la souveraineté populaire. Ce texte, adopté le 30 mai 1854, vient ébrécher la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud fixée par le compromis du Missouri de 1820. Et 7 ans plus tard, donc en 1861, vous savez ce qui va débuter, la terrible guerre de sécession. Il va opposer donc les États du Sud esclavagistes aux États du Nord, suite à tous ces événements. Alors, Thoreau est vraiment vent debout contre l'augmentation des persécutions à l'égard des esclaves. Il multiplie les occasions, encore et toujours, d'aider les fugitifs ou les occasions de militer en faveur de l'abolitionnisme. Il est vraiment considéré comme un activiste et il assume publiquement son engagement politique. Par exemple, il fustige le gouverneur du Massachusetts, un bon à rien, dit-il, dont les faits et gestes portent à croire qu'il est loin d'être partisan de l'abolitionnisme. Ce qui me soucie, dit-il, c'est que l'influence et l'autorité de cet homme, le gouverneur, soient du côté des esclavagistes et non des esclaves, du côté des coupables et non des innocents, du côté de l'injustice et non de la justice. Thoreau se moque aussi du gouvernement, qui, puisqu'il se rend délibérément coupable d'injustice et persiste dans cette voie, finira inévitablement par être, dit-il, la risée du monde. Enfin, il rappelle que les hommes doivent lutter pour la liberté et la justice, même si c'est au mépris de l'ordre établi par les tribunaux. Il accuse la presse de colporter mensonge sur mensonge et d'empêcher les individus de penser par eux-mêmes.
l'envie monte en lui de faire voler en éclats ce sombre monde et de tout brûler. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était passionné. Mais il se reprend quand même, et sa colère s'apaise, il choisit de faire confiance à l'avenir. Alors pour l'heure, il continue à se faire l'avocat de la nature, de la vie sauvage, de la liberté absolue que l'on goûte, simplement en marchant. Parce que lui-même n'a jamais pu rester en place. Il marche au minimum 4 heures par jour, tous les jours. Et il s'interroge sur ces gens qui demeurent les jambes croisées dans les bureaux. Il déplore la condition des femmes. Et oui, il y pense, lui qui ne s'est jamais marié, qui est resté célibataire toute sa vie. Il a quand même quelques mots pour ces femmes qui sont obligées de rester à la maison et de s'occuper de leur foyer, sans possibilité réelle de dérouiller leurs jambes. Thoreau s'aventure une nouvelle fois dans les forêts du Maine, et il s'émerveille d'y découvrir les traces de la culture amérindienne, qui l'intéresse aussi. Il réfléchit à l'écriture d'un ouvrage qui dirait toute la vérité sur ce peuple méprisé par les colons européens. Conjointement, il se demande comment il conviendrait de préserver les terres et les lacs de son pays. On pourrait dire qu'il est un visionnaire parce qu'il appelle à une protection réglementée. Il écrit « Pourquoi n'aurions-nous pas nos réserves nationales, là où il n'y a pas besoin de détruire de villages, où existent encore l'ours et la panthère ?» Et c'est en effet, quelques années plus tard, sous l'impulsion du président Lincoln, qu'en 1864 sera créé le premier parc naturel au monde, le Yosemite Grant, afin de préserver les merveilles naturelles qui s'y trouvent et empêcher leur exploitation par l'homme. Bon, juste rapidement quelques mots aussi sur ces Indiens qui ont été largement massacrés sur ce territoire. Mais c'est quelques-uns d'entre eux qui l'aideront aussi dans ses explorations de la nature, qui l'accompagneront dans ses voyages de découverte. Il aura des guides indiens. Alors, toujours à cette même époque, Thoreau condense sa pensée philosophique dans un nouveau texte qui s'intitule « La vie sans principe ». Dans ce texte, il interroge l'acharnement que mettent les hommes à gagner leur vie, donc toujours ce même thème. Son intention est de réveiller les consciences et d'amener ses semblables à se remettre en question, car il n'a rien de plus cher que de combattre ce qui entrave la liberté de l'homme, à savoir l'obsession d'amasser de l'argent, en s'épuisant à la tâche, au détriment, hélas, du bien-être et de l'estime de soi. Il écrit « La façon dont la plupart des hommes gagnent leur vie, autrement dit vivent, n'est que moyen de fortune et manière d'esquiver la véritable affaire de l'existence. » Un philosophe, quoi. Alors, il se dit « Mais pourquoi le travail, au lieu d'être une nécessité, ne pourrait-il pas être un plaisir ? Pourquoi ne pas se détourner de l'appât du gain, tout simplement pour aller regarder le soleil se lever ou se coucher chaque jour, un acte simple qui préserverait notre santé pour toujours. À quoi sert cette course au profit, dont la conquête de l'Ouest américain représente la plus saisissante des manifestations ? Parce que tout cela a commencé, cette fameuse conquête de l'Ouest, et cette quête de l'or aussi. Thoreau ne comprend absolument pas l'attrait des hommes pour l'or, et ce qui les pousse à partir à la recherche de ce métal en Californie ou en Australie. Et il écrit, il a cette belle phrase, une sorte d'apophthegme si vous voulez, « Une pépite d'or pourra dorer une grande surface, mais pas autant qu'une pépite de sagesse. » Alors, à cette ruée vers l'Ouest, au Gold Rush, il oppose, lui, le retour sur soi. Tandis que ses compatriotes perforent le sol de son pays et pataugent dans la boue, il s'interroge. Pourquoi ne pourrais-je pas creuser dans un puits pour atteindre l'or en moi et exploiter ce gisement ? Alors cela suppose de résister à cet entraînement collectif, on a parlé de fièvre de l'or, c'est aussi quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, cette fièvre extraordinaire, cette ruée vers l'Ouest. Donc résister à cet entraînement, à cette effervescence malsaine qui, selon lui, corrompt les esprits. Parce que l'esprit est un temple aux yeux de Thoreau, un espace sacré qui doit être préservé des idées toutes faites, dont la presse notamment se fait l'écho radoteur. Alors, il a de la chance, Thoreau, parce qu'il va rencontrer un grand poète que j'aurais bien aimé rencontrer. Alors, c'est pas Baudelaire, c'est pas un poète français, c'est le grand poète américain par excellence, Walt Whitman. Il le rencontre et ce Walt Whitman a écrit un recueil qu'on peut trouver en France, bien sûr, en traduction, et qui s'intitule « Feuilles d'herbe ». Alors, c'est un ouvrage donc poétique qui s'inscrit dans la droite ligne de la pensée transcendentaliste.
Donc on n'est pas loin d'Emerson. D'ailleurs, il résume un petit peu les théories, enfin les idées d'Emerson dans la première partie de son recueil, Feuilles d'herbe. Donc Whitman, Thoreau, c'est un peu la rencontre de deux esprits pénétrés de la beauté de la vie, si elle est goûtée avec ardeur et avec tous les sens, parce que c'est une poésie aussi très sensualiste. Pour preuve de cette communion spirituelle entre les deux hommes, on peut lire cet essai qu'écrit peu après Thoreau sur les arbres et leur feuillage, Couleurs d'automne. Comme Whitman, Thoreau souligne l'importance du regard à l'origine de nos émotions. Comme lui, il sait que toute joie profonde devant le spectacle de la nature dépend de notre capacité à nous ouvrir au monde, à embrasser le monde tout entier par les sens. La plupart des hommes ne contemplent pas la nature comme il convient de le faire. Ils se contentent de tailler des haies, de tondre des pelouses. C'est lui qui le dit, d'arracher ce qu'il juge inutile ou commun. Et pourtant, aux yeux de Thoreau, la beauté et la vraie richesse sont toujours ainsi, bon marché et méprisé. Une dernière affaire verra Henry David Thoreau s'engager à nouveau dans la cause abolitionniste, l'affaire John Brown. Alors, c'est important d'en parler parce que ça va même émouvoir notre grand homme à nous, Victor Hugo. Je vais en parler dans un instant. Donc, cette affaire John Brown va susciter l'émotion intense de Victor Hugo, qui à l'époque est à Guernesey en exil. Alors nous sommes à la fin du mois d'octobre 1859. John Brown, un abolitionniste de Virginie, donc c'est un blanc, mais abolitionniste, il tente un coup de force armé pour libérer tous les esclaves du comté, de son comté. Mais les esclaves prennent peur. Ils se refusent à se joindre au soulèvement et rapidement, les troupes dépêchées par Washington, par le gouvernement, reprennent la situation en main et John Brown est arrêté. Alors Thoreau connaissait cet homme, John Brown. Il admirait beaucoup son combat en faveur de l'abolitionnisme. Il décide d'agir, de faire quelque chose pour lui, alors que la presse dénonce au contraire une tentative aveugle, folle, le fait d'un aliéné. Et tout le monde semble accepter que John Brown soit pendu pour son coup de force. C'était emparé d'armes quand même. Thoreau rédige fiévreusement un plaidoyer pour le capitaine John Brown. Il y justifie l'usage de la violence dans le cadre d'une guerre pour la liberté. Il écrit « Ah, mais je n'ai aucun désir de tuer et d'être tué. Mais je puis prévoir des cas où l'un et l'autre seraient pour moi inévitables. » Pour Thoreau, la question des Noirs était une cause légitime qui pouvait justifier le maniement des fusils et des revolvers. Le 27 octobre 1859 débute le procès de John Brown et de ses hommes. Ils sont accusés de meurtre, de conspiration et de trahison envers l'État de Virginie. Alors Thoreau plaide de son côté la cause de John Brown à Concorde, malgré la désapprobation de ses compatriotes. Il contacte les journaux dans l'espoir d'y publier son plaidoyer donc pour le capitaine John Brown, et peut-être veut-il influencer le jugement qu'on attend d'un jour à l'autre. Le verdict tombe le 2 novembre et il condamne les accusés à la pendaison. Un mois plus tard, le 2 décembre 1859, John Brown est conduit à la Potence, à Charlestown. Le jour même de sa pendaison, c'est ça qui est vraiment émouvant et troublant, donc le 2 décembre 1959, le jour même de sa pendaison, de l'autre côté de l'océan Atlantique, Victor Hugo adresse une lettre au gouvernement américain pour dire toute son indignation. Il écrit « Oui, que l'Amérique le sache et y songe. Il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel, c'est Washington tuant Spartacus. » Victor Hugo est aussi scandalisé que Thoreau que la grande démocratie américaine n'ait pas aboli l'esclavage, comme la France l'a fait, quelques années avant, en 1848. Il est scandalisé que la démocratie américaine puisse même s'accommoder de l'esclavage. Les mots qu'il écrit, Victor Hugo, auraient réjoui Thoreau. Il écrit « Quand on pense aux États-Unis d'Amérique, une figure majestueuse se lève dans l'esprit. George Washington, le premier président américain. Or, dans cette patrie de Washington, voici ce qui a lieu en ce moment. Il y a des esclaves dans les États du Sud, ce qui indigne, comme le plus monstrueux des contresens, la conscience logique et pure des États du Nord. Ces esclaves, un homme blanc, un homme libre, John Brown, a voulu les délivrer. Certes, si l'insurrection est un devoir sacré, c'est contre l'esclavage.
Donc fin de citation de Victor Hugo. Et Hugo de clamer que le bourreau de Brown, ce n'est ni le juge, ni le gouverneur, ni le petit État de Virginie, mais, dit-il, on frissonne de le penser, de le dire, la grande République américaine tout entière. Quelle que soit l'indignation des généreux États du Nord, les États du Sud les associent à l'opprobre d'un tel meurtre. Bon, aussi passionné que Solow, Victor Hugo, sur la question. Donc, comme Victor Hugo, Solow pense que cette exécution de Brown, qui meurt en martyr, est un coup porté à l'union des États américains. C'est une sorte de prophète, Solow, parce qu'effectivement, 2 ans plus tard, éclate donc la guerre de sécession, en 1861. Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis. Bon, on le voit ici, il n'est pas en pape, il a juste un costume. À cette époque, Solow est affaibli par la tuberculose, il mourra de la tuberculose. Son frère est mort du tétanos et lui de la tuberculose. Mais il est encore très sollicité pour des conférences, des articles, de nouveaux essais. Ses éditeurs lui proposent de publier de nouveau Walden, puisqu'il y a eu plusieurs éditions. Solow donne son accord, il est heureux qu'on fasse appel à lui, que son travail soit apprécié. Oh, il n'a jamais souhaité atteindre la célébrité, mais la reconnaissance de son œuvre, par ses pairs, par ses amis et certains lecteurs, le remplit de joie. Son ami, Amos Bronson Alcott, lui rend un bel hommage dans la presse. Il écrit « La renommée n'a pas encore dépassé les berges des fleuves qu'il a décrits dans ses livres, mais je ne fais que dire la vérité en affirmant que sa prose surclasse toutes celles des naturalistes de son temps, dans le fond comme dans la forme, et qu'il est assuré d'être lu dans le futur. » Donc un hommage prophétique. Solow s'éteint doucement le 6 mai 1862 à Concorde en balbutiant 2 mots, orignal, c'est un cervidé, et indien, et il n'avait que 44 ans. Il faut attendre 60 ans, on va dire les années 1920, pour que Thoreau acquiert une authentique reconnaissance littéraire auprès de la critique comme du grand public. Les pourfendeurs du capitalisme, les défenseurs des droits de l'homme, les écologistes, tous ne cesseront de puiser dans ses idées. Elles ont essaimé jusqu'à nos jours, car on peut considérer Solow comme un indigné d'avant l'heure. Avec son ton acerbe, il s'est piqué au vif. On va voir quelques extraits dans un instant. Et il s'est réveillé les consciences, encouragé chacun d'entre nous à faire enfin œuvre de sa vie. Donc je vous propose de partager maintenant certaines de ces réflexions originales autour bien sûr de ces thématiques qu'on a évoquées et si chères à son cœur. Et nous verrons à quel point ce qu'il nous dit dans ces textes entre en résonance avec nos questionnements ou nos positionnements d'aujourd'hui. Alors je m'attacherai à 3 de ces textes qu'il a publiés, des textes qui comptent donc parmi ses écrits majeurs, La désobéissance civile, on commencera par là, publié en 1849, Walden, publié en 1854, et De la Marche, publié en 1862, à titre posthume. Alors on va commencer par La désobéissance civile, c'est un très court texte, une sorte de manifeste, si vous voulez. Donc un pamphlet, on peut le considérer comme un pamphlet, puisqu'il prend position contre les gouvernements injustes. Et il pose la question fondamentale de la relation de l'individu à l'État. Il revendique la liberté absolue, la liberté inaliénable de tous les citoyens face à l'institution qui les représente. Institution qui exige leur contribution financière par l'impôt et qui agit en leur nom, malheureusement, parfois pour le pire. Voilà ce qu'il écrit. Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur? Pourquoi alors chacun aurait-il une conscience? Je pense que nous devons d'abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j'ai le droit d'adopter, c'est d'agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. La loi n'a jamais rendu les hommes plus justes, d'un iota, et à cause du respect qu'il lui marque, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l'injustice. Alors, les agents de l'injustice, qui sont-ils ? Eh bien, d'abord, les fonctionnaires et les militaires qui mettent leur devoir d'obéissance au-dessus de leur conscience. Même s'ils désapprouvent ce qu'ils sont obligés de faire, ils s'exécutent en bons petits soldats, comme on dit, en mettant de côté le libre exercice de leur jugement et leur sens moral. Ce qui fait dire à Solow, la masse des hommes sert l'État de la sorte, pas en tant qu'hommes, mais comme des machines avec leur corps. Pourtant, ce sont de tels êtres qu'on juge communément de bons citoyens. Quant à ceux qui servent l'État au plus haut niveau,
on va dire les législateurs, là, les politiciens, les juristes, les ministres, les hauts fonctionnaires. Dès lors qu'ils abandonnent toute idée du juste, ils prennent le risque de servir le diable sans même en avoir l'intention. Même les plus fidèles serviteurs de l'État ne doivent pas renoncer à opposer des objections morales et à exercer leur droit de retrait. Thoreau clame la nécessité absolue de la résistance à l'injustice, sous toutes ses formes. Il écrit « Un peuple, tout comme un individu, doit revendiquer la justice, quel qu'en soit le coût. » Et il ajoute « Tous les hommes admettent le droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser l'allégeance au gouvernement et celui de lui résister quand sa tyrannie ou son inefficacité sont grandes et insupportables. Et il ne suffit pas de s'en remettre à la loi de la majorité, car la loi de la majorité ne fait pas prévaloir automatiquement la justice. » Et la réflexion de Thoreau est intéressante. Il écrit « La raison pour laquelle, une fois le pouvoir échu aux mains du peuple, une majorité reçoit la permission de régner et continue de la détenir pour une longue période, ce n'est pas parce qu'elle a plus de chances d'avoir raison, ni parce que cela semble plus juste à la minorité, mais parce qu'elle est physiquement la plus forte. Or, dit-il, je cite toujours, « Le gouvernement où la majorité décide dans tous les cas ne peut se fonder sur la justice. La loi de la majorité ne devrait s'imposer que si elle est conforme à la justice et à la vérité. Toute loi qui prescrit ce qui est injuste donne tout son sens au fameux adage antique « summum ius summa ignoria ». Le comble du droit, c'est le comble de l'injustice. Aux yeux de Thoreau, il ne faut pas laisser la justice à la merci du hasard, s'en remettre à la loi de la majorité, pour l'avoir triomphé, cette justice. Même voter pour la justice, ce n'est rien faire pour elle. C'est se contenter d'exprimer un faible désir de la faire prévaloir, cette justice. Quand des lois injustes existent, les citoyens estiment en général qu'ils doivent attendre d'avoir persuadé la majorité de les modifier. Mais c'est mal mesurer le rôle que peut jouer une minorité, si son combat est juste. Une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Mais elle devient irrésistible quand elle la bloque de tout son poids. Et Thoreau de prôner la désobéissance civile et la résistance passive qui trouveront plus tard de magnifiques illustrations en Inde, bien sûr, avec Gandhi contre la domination britannique, aux États-Unis contre la ségrégation raciale avec quelqu'un comme Rosa Parks, par exemple. Donc pour lui, refuser de payer l'impôt, refuser de servir l'État, cela suffirait à l'accomplissement d'une révolution paisible. Je cite Thoreau, une révolution paisible, si semblable chose est possible. Si le percepteur, écrit-il, ou tout autre fonctionnaire me demande, comme a fait l'un d'eux, mais que voulez-vous que je fasse ? Ma réponse est, si vous voulez vraiment faire quelque chose, démissionnez. Une fois que le sujet a refusé son allégeance et que le fonctionnaire a démissionné, la révolution est accomplie. Bon, on en pensera ce qu'on veut, mais voilà pour ce qui concerne la pensée politique d'Henry David Thoreau. Et on va voir maintenant ce qu'il en est de sa pensée transcendentaliste, avec son recueil, donc Walden, ou La vie dans les bois. Alors, là, c'est un texte beaucoup plus long, Walden, que La désobéissance civile. Ça n'est pas un pamphlet, c'est une sorte de journal, donc il a enrichi d'année en année, et c'est là que se trouvent exprimées ses idées les plus personnelles, les plus intimes de Thoreau. Alors, les Français ont du mal avec ce livre, parce que ça ne correspond à rien de connu. C'est pas un roman, c'est plus ou moins un journal. Mais je me souviens qu'à une conférence à l'UPGT, effectivement, il y a une dame qui disait qu'elle avait eu du mal à lire ce livre. Alors, j'ai retenu 6 thématiques qui peuvent éclairer les plus fortes convictions de Thoreau. J'ai intitulé ces thématiques « Aliénation »,« Frugalité »,« Propriété »,« Progrès »,« Nature » et « Végétarisme ». Alors, on commence par l'aliénation. Thoreau était particulièrement sensible à la manière dont l'homme aliène sa liberté et son aptitude au bonheur par le labeur éreintant qu'il s'impose finalement volontairement chaque jour pour gagner sa vie. « Nul homme n'a à gagner sa vie à la sueur de son front », écrit-il dans Walden. « Travailler dur pour acheter des biens, amasser de l'argent, épuise nos vies sans profit. La plupart des gens sont tellement absorbés dans les soucis factices et les labeurs inutilement rudes de la vie qu'ils sont incapables de cueillir les fruits les plus jolis que cette même vie peut offrir. Le travailleur ne peut se permettre d'entretenir de vraies relations humaines avec ses prochains. Il n'a pas le temps d'être autre chose qu'une machine. » Alors, au-delà de ces généralités, je vous ai choisi une anecdote que je trouve intéressante, parce que Thoreau nous livre une illustration de ses réflexions
sur l'aliénation par le travail, une illustration très émouvante. À peu de distance de son étang, Walden Pond, vit un pauvre Irlandais. On comprend pourquoi il a fui l'Irlande, hein. C'était un misérable. Donc il est arrivé en Amérique, il s'est installé là avec sa femme et ses enfants. Et pour faire vivre sa famille, cet Irlandais qui s'appelle John Field s'use à labourer la terre à la pioche ou à la bêche pour en tirer de la tourbe qu'il vend à un fermier des environs, mais évidemment pour un prix dérisoire. Thoreau tente de lui expliquer comment il pourrait s'arracher à sa misérable condition, cesser d'être exploité, ne plus être un malheureux, s'il songeait seulement à briser ses chaînes. Alors comment ? En devenant son propre maître, en construisant sa propre maison, comme l'a fait Thoreau, en acceptant la frugalité, c'est-à-dire en renonçant à tout ce qui coûte cher, je vous l'ai dit, le café, le thé, la viande. En vivant de quoi ? Eh bien, en vivant de la pêche et de la vente de ses prises, ou encore de la cueillette des myrtilles, parce qu'il y en a là-bas des myrtilles à cueillir, en Nouvelle-Angleterre. Mais John Field et son épouse ne comprennent pas. Ils regardent leurs visiteurs avec effarement. Ils ne se sentent pas les reins assez solides pour tenter une pareille expérience. Pauvre John Field, sa triste Thoreau. Il est né pour être pauvre, légataire de la misère irlandaise, de la vie pauvre des Irlandais. Il ne peut s'imaginer vivre autrement qu'en trimant toute sa vie comme un cerf. Deuxième thème, la frugalité et la sobriété. Donc Thoreau se fait vraiment le chantre de la frugalité et de la sobriété. Alors, aux antipodes des pauvres airs, comme John Field, il y a bien sûr les gens apparemment aisés qui achètent et accumulent, mais tellement de choses inutiles qu'ils ne savent plus quoi en faire, ni comment s'en débarrasser. Donc là, il s'interroge sur notre relation aux choses et aux objets qu'on achète et qu'on accumule chez soi. Ces gens-là, nous dit Thoreau, se sont forgés eux-mêmes leur propre prison dorée ou argentée. En moraliste, il ajoute que vivre dans l'excès de confort, dans l'excès de luxe, n'aide aucunement à l'élévation spirituelle. Les plus sages d'entre les hommes n'ont-ils pas vécu en ascètes ? La richesse superflue ne peut acheter que des choses superflues. Il n'est besoin d'aucun argent pour satisfaire les besoins vitaux de l'âme. Assurément, Thoreau se serait désespéré de voir que le monde entier se tournerait un jour vers un modèle unique de l'hyperconsommation et que la planète mourrait d'asphyxie sous nos déchets. Propriété. Alors, Thoreau déplore aussi que ses voisins, ça me paraît aussi un sujet intéressant et pertinent, il déplore que ses voisins, donc les fermiers de Concord, aient trimé pendant 20, 30 ou 40 ans avant de pouvoir devenir les vrais propriétaires de leurs fermes. Et ces fermes, ils les ont achetées à crédit. Ils se sont endettés à un point tel que les dettes dépassent parfois la valeur de leur propriété. Vous voyez, ce problème du surendettement, il n'est pas nouveau aux États-Unis. Et c'est alors, dit-il, la ferme tout entière qui devient une charge, car lorsque le fermier obtient enfin la possession de sa maison, il peut n'en être point plus riche, mais au contraire plus pauvre. Il conviendrait de dire plutôt que c'est la maison qui le possède, lui. Donc Thoreau pointe le piège de l'accès à la propriété par le surendettement. Il constate que très peu de ses concitoyens jouissent sur leur exploitation d'une entière propriété, franche et libre de toute dette. Concorde n'abrite pas plus de 3 hommes dans ce cas-là. Et Thoreau de penser que la civilisation a rendu les hommes plus pauvres qu'ils ne l'étaient à l'état sauvage. Il pense aux familles indiennes. Ces familles indiennes qui possédaient juste un wigwam. Ils le possédaient en propre ou en partage, mais c'était un abri simple et confortable qu'il était facile de démonter ou de dresser en quelques heures. C'était des abris, ces wigwams, parfaitement hermétiques et confortables. Or, aujourd'hui, que voit-il, lui, Thoreau, le long des voies ferrées, considérées comme les ultimes progrès de la civilisation? Il voit des campements miséreux, de pauvres airs qui vivent, dit-il, dans des porcheries, qui passent tout l'hiver la porte ouverte. La porte ouverte, vous me direz pourquoi ? Eh bien, pour avoir un peu de lumière. Et ils sont sans bois pour se chauffer. Leurs conditions de vie mettent en évidence, écrit Thoreau, le degré de misère sordide que sait tolérer la civilisation. Donc on le voit ainsi sensible à la question sociale aussi. Progrès. Alors, Thoreau s'interroge aussi sur la notion de progrès.
Lui qui voit son pays se transformer, mais d'une façon impressionnante, sous les effets donc de la première révolution industrielle. Il déclare que les progrès mécaniques et les progrès techniques sont loin d'impliquer une amélioration morale et spirituelle pour l'humanité. Nos inventions, écrit-il, sont de jolis jouets, un peu comme nos smartphones, de jolis jouets qui distraient notre attention des choses sérieuses. Vous voyez ? Ce ne sont que des moyens améliorés pour une fin jamais améliorée. Alors, donnons des exemples précis de cette époque. Voici que l'on se hâte, donc en Nouvelle-Angleterre, et puis aux États-Unis, de construire une liaison télégraphique entre le Maine et le Texas. Mais qui sait, se demande Thoreau, il se pourrait que le Maine et le Texas n'aient rien de très important à se communiquer. Un premier câble télégraphique sera bientôt déroulé sous l'Atlantique pour rapprocher de quelques semaines le vieux monde du nouveau monde. Mais il se pourrait bien que la première nouvelle qui franchira l'océan sera que la princesse Adélaïde a la coqueluche. En fait, Thoreau pressent ce que sera de nos jours ce brouhaha permanent qui nous inonde à chaque instant sur toutes les ondes. Car que lit-il dans les journaux ? Qu'un tel s'est fait cambrioler, assassiner ou tuer dans un accident, qu'une maison a été détruite par un incendie, qu'un navire a fait naufrage, qu'une vache a été écrasée par un train ou un chien enragé abattu. Bref, pas de quoi s'en rabattre chaque jour les oreilles. Donc voilà pour ce qui concerne ces informations de la presse. Thoreau s'alarme aussi d'autre chose. Il s'alarme de cette obsession de la vitesse qui caractérise la société moderne. Il écrit « On vit trop vite ». Les hommes pensent qu'il est essentiel que la nation fasse du commerce, exporte de la glace, converse par le truchement d'un télégraphe et se déplace à 30 miles à l'heure. Et ils le pensent sans le moindre doute, qu'ils aient ou non eux-mêmes besoin de tout ça. À rebours de cet emballement pour l'accélération des communications et des déplacements, via le télégraphe et le chemin de fer, Thoreau n'aspire qu'à vivre, lui, au rythme des saisons et de la nature. Bon, on peut considérer qu'il est à contre-courant de cet énorme élan qui va emporter l'Amérique et le monde à partir de ce milieu du XIXe siècle. Nature. Alors, Thoreau voue un profond respect à la nature et il ne cesse de se ressourcer à son contact. Sa vie dans les bois, près de l'étang de Walden, lui a fait nouer un lien indéfectible avec la nature. Il explique à quel point l'homme doit cesser d'être un prédateur brutal, un exploiteur sans frein des ressources naturelles, cesser de considérer la terre comme sa propriété, dont il peut jouir sans vergogne. L'homme ne connaît la nature qu'en tant que pillard, écrit-il. L'avarice et l'égoïsme, ainsi que l'habitude de considérer la terre comme une propriété ou bien comme le moyen d'acquérir de la propriété, l'avarice et l'égoïsme se liguent pour défigurer nos paysages, pour avilir l'agriculture et nous avilir avec elle. Nous avons pour seul but de posséder des grandes fermes et faire de grosses récoltes. Qu'aurait-il pensé de l'agriculture intensive, des engrais chimiques et des pesticides destinés à générer le maximum de gains et de profits, quitte à user les sols et à les appauvrir? Thoreau s'indigne que l'on puisse faire main basse sur les trésors de la nature, qu'un simple fermier s'appuie sur un acte de propriété pour baptiser de son nom un bel étang. Ça aussi c'est une anecdote, mais c'est amusant. Il parle de l'étang de Flint, parce que c'est ainsi que le fermier Flint a baptisé cet étang. Et Thoreau s'indigne. Quel droit ce fermier sale et stupide, vivant dans une ferme qui jouxtait ce plan d'eau céleste, dont il déboisa impitoyablement les berges, quel droit avait-il de lui donner son nom? Ce ladre, qui adorait plutôt la surface lisse d'un dollar ou d'un cent, bien poli, en quoi mirait sa face rougeaude, cet homme qui considérait comme des intrus même les canards sauvages venus nicher sur son étang, cet homme qui n'a jamais vu cet étang et qui ne s'y est jamais baigné, qui ne l'a jamais aimé, qui ne l'a jamais protégé, quel droit avait-il de lui donner son nom? Moi, je préfère le nommer d'après les poissons qui y vivent, les volailles et les quadrupèdes sauvages qu'il fréquente, les fleurs sauvages qui poussent sur ses berges, ou bien du nom de quelque homme ou enfant sauvage dont l'histoire personnelle s'entremêlerait avec l'histoire du lieu. Apparemment, cet étang n'avait aucun intérêt pour Flint. Tout au plus aurait-il adoré l'assécher pour pouvoir le vendre au prix de la vase qui en formait le fond, ou le semer ensuite de foin ou de buissons d'érel.
Cet homme ne voyait les ressources et les fruits de la terre que sous l'angle marchand, sans ce profond sentiment de reconnaissance et d'amour que Thoreau leur portait à ces ressources et à ces fruits de la terre. Le végétarisme. Alors, c'est ce même amour de la nature qui conduit peu à peu Thoreau à renoncer à la chasse et à la pêche. Alors, c'est pas banal pour un Américain. Si vous avez lu un petit peu Ernest Hemingway, par exemple, vous savez, connaissez son amour pour la chasse, la pêche. Et lui-même, Thoreau, a pratiqué la chasse et la pêche avec plaisir dans sa jeunesse, comme tous les jeunes Américains. Aucun être doué d'humanité, écrit Thoreau, passé la période d'inconscience que connaissent les jeunes garçons, aucun être doué d'humanité ne peut souhaiter assassiner gratuitement une autre créature qui jouit du même droit à la vie que lui. Sans doute Thoreau se sentait-il proche des fondamentaux du bouddhisme, auxquels il s'est intéressé. Il écrit « Traqué, coincé face à la mort, le lièvre pleure comme un enfant ». Alors lui-même a abandonné le fusil. Il ne chasse plus, et il finit même par ne plus pêcher du tout. Il se dégoûte petit à petit de la consommation de chair animale. Il s'aperçoit qu'il peut très bien se passer de viande et de poisson, comme il s'est passé de thé et de café. Et il ne doute pas qu'il soit dans le destin de l'humanité, à mesure de ses progrès pour parvenir à une vie plus haute, à ce qu'on appelle communément, dit-il, une vie spirituelle, de cesser de manger des animaux. Et cela aussi sûrement que les tribus sauvages cessèrent de se manger les unes les autres lorsqu'elles vinrent en contact avec des groupes d'humains plus civilisés qu'elles. Alors, pourquoi ne pas se nourrir, comme Thoreau, de riz et de galettes de maïs, de haricots aussi. Alors, le troisième et dernier texte s'intitule « De la marche ». Au départ, il s'agit d'une conférence donnée en 1851, « Walking », donc « De la marche » en français, texte dans lequel il se fait le chantre inspiré de la vie sauvage. Le titre primitif de cette conférence, « De la marche », était d'ailleurs significativement « The Wild ». Il fait d'abord l'éloge de la nature, l'éloge de la marche, une activité, la marche physique et spirituelle, où l'individu affirme sa liberté, la liberté de cheminer comme bon lui semble, sans contrainte et en communion complète avec la nature, avec ses paysages, avec tous ses éléments. Je crois, écrit-il, que je ne pourrais entretenir ma santé physique et intellectuelle si je ne passais pas au moins 4 heures par jour à me balader dans les bois, par les collines et les champs, totalement libre de toute contingence matérielle. Quand il m'arrive de me rappeler que les artisans et les commerçants restent dans leurs boutiques, non seulement toute la matinée, mais aussi tout l'après-midi, assis, les jambes croisées, comme si les jambes étaient faites pour s'asseoir et non pour se mettre debout et marcher, je pense qu'ils ont bien du mérite de ne pas s'être suicidés depuis longtemps. Bon, là on a une belle illustration de l'esprit quelque peu caustique de notre marcheur. Celui-ci éprouve un bonheur intense, toujours renouvelé, à ses déambulations quotidiennes, parce qu'en fait, il marche souvent à Concorde et autour de Concorde. Il écrit « Mes alentours offrent force belles balades, et bien que j'ai marché presque chaque jour depuis tant d'années, et parfois plusieurs jours d'affilée, je ne les ai pas encore toutes épuisées, ces balades. Une perspective absolument neuve est un grand bonheur, et je puis encore en dénicher n'importe quel jour. » Thoreau est particulièrement sensible à tout ce qui peut défigurer un paysage du fait de l'activité humaine. De nos jours, écrit-il, presque tous les prétendus progrès de l'homme, tels que la construction de maisons, l'abattage des forêts et des grands arbres, déforment tout simplement le paysage et le rendent de plus en plus insipide et domestiqué. Alors je me suis demandé, mais que lui inspireraient aujourd'hui nos parcs éoliens, nos lignes à haute tension et nos antennes 5G, lui qui était si sensible justement à la qualité d'un paysage. Je rêve, écrit-il, d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. Thoreau trace lui-même son chemin dans les campagnes et dans les bois. Il ne suit pas de sentiers tracés, il ne suit pas de GR, comme on le fait aujourd'hui. Il préfère marcher là où il a envie de marcher, n'importe où. Il considère que les routes sont faites pour les chevaux et les hommes d'affaires. Quand il sort de chez lui pour se promener, il n'a aucune idée de la direction où vont le porter ses pas. Il s'en remet à son tropisme naturel et il constate qu'il se dirige insensiblement vers le sud-ouest, vers un bois, une prairie, un pâturage à l'abandon ou encore une colline. Il dit qu'il doit contraindre son instinct pour se diriger vers l'est, mais qu'il marche toujours avec bonheur vers l'ouest. Que c'est à l'ouest qu'il trouvera de beaux paysages ou une nature suffisamment sauvage et libre. Il constate que la nation américaine avance en ce sens, donc d'est en ouest,
et que l'humanité en général progresse elle aussi d'est en ouest. Il écrit, vous allez comprendre la métaphore, « Nous allons vers l'est pour appréhender l'histoire », donc le passé, et étudier les œuvres d'art, de littérature. Nous allons vers l'ouest comme vers le futur, avec un esprit d'entreprise et d'aventure. C'est ainsi que l'individu reproduit inconsciemment, dans sa promenade, ce mouvement général de l'humanité en marche depuis la nuit des temps. Chaque crépuscule dont je suis le témoin m'inspire le désir d'aller vers un ouest aussi lointain et beau que celui où le soleil descend. Il semble migrer chaque jour vers l'ouest et nous inciter à le suivre. Il est le grand pionnier de l'ouest que suivent les nations. Voilà donc Solo, aimanté en quelque sorte par le soleil couchant. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? La dernière vignette de chaque aventure de Lucky Luke, cheminant sur son cheval dans la direction du crépuscule. Alors, l'Ouest incarne aux yeux de Solo un monde encore préservé, c'est-à-dire non domestiqué, sauvage. C'est au contact de la nature sauvage qu'il se ressource et se revigore. Nos ancêtres étaient des sauvages, rappelle-t-il, et certains de nos Indiens du Nord mangent la moelle crue du renne polaire. C'est sans doute meilleur que le bœuf nourri en étable et le porc d'abattoir pour bâtir un homme. Solo s'enivre de l'odeur forte du rat musqué que dégage le manteau du trappeur. Il écrit « Ça met un parfum plus doux que celui qui s'exhale en général des habits du commerçant ou de l'érudit. Quand j'entre dans leur garde-robe et que j'empoigne leurs vêtements, nulle plaine herbeuse, nulle prairie en fleurs qu'ils auraient fréquentée ne me reviennent à l'esprit. Mais au lieu de cela, rien que des échanges commerciaux et des bibliothèques. » Et il fait cette incroyable déclaration « J'aimerais que chaque homme soit une antilope sauvage, une partie intégrante de la nature, que sa personne prévienne ainsi doucement nos sens de sa présence et nous rappelle ces endroits de la nature qu'il hante le plus. » Son amour de la vie sauvage sera exactement celui de Jack London, voyez, à la génération suivante, ou encore celui que j'ai cité, celui d'Ernest Hemingway et de bien d'autres Américains. Solo va jusqu'à préférer les marais impénétrables et mouvants aux pelouses soigneusement entretenues et aux champs cultivés. Il écrit « J'entre dans un marais comme en un lieu sacré, un sanctum sanctorum ». Un saint des saints. Il y a la force, la moelle de la nature. C'est dans les villes entourées de bois et de marais que prennent souche les poètes et les philosophes. Car pour Solo, rien n'est plus essentiel que de garder notre émerveillement natif face au spectacle de la nature. C'est une attention au mouvement et aux détails du monde naturel, une connexion de tous les jours aux phénomènes de la nature qui nous permettront de comprendre et d'apprécier l'essence même de la vie. Faute de cela, pense-t-il, l'humanité se rabougrira et s'étiolera. Alors, sans dire autre chose, je dirais qu'aujourd'hui, les bienfaits de la promenade en forêt ou le long de l'océan ont été bien sûr amplement démontrés, la forêt comme l'océan ayant conservé cette beauté sauvage si indispensable au ressourcement de l'être humain. Je vous remercie de votre attention soutenue.